Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Alors ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de podcast, donc franchement bien plaisir de reprendre. Aujourd'hui en plus on a un bel invité, je vous dis pas, on va parler motocross et on va parler super motard aussi, vous allez voir, ça va être assez sympa. Je voulais rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen, qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Alors comme je l'ai dit aujourd'hui, 2 semaines qu'on n'a pas fait de podcast, ça m'a un peu manqué, j'ai mis 2-3 trucs sur les réseaux et tout. Là c'est l'intersaison, donc pourquoi pas en profiter pour faire des interviews de pilotes. Et aujourd'hui, je suis avec un ancien crossman reconverti dans le super motard, mais qui me met toujours la pilule en motocross. C'est un pote à moi, c'est Germain Vincenot. Comment ça va Germain ? Yes, salut à tous, salut Tom, merci de me recevoir dans ton podcast qui démarre bien, c'est un plaisir de pouvoir discuter là sur cette plateforme. Écoute, moi ça va, pareil que toi, comme tu disais, la saison se termine gentiment, on a eu le dernier Grand Prix Supermoto qui s'est passé sur un circuit de légende pour nos ancêtres au circuit Carole en France. Donc c'était mi-fin octobre, on a eu des alternances de pluie, mais c'est passé globalement la majeure partie du week-end sur le sec, ça s'est bien passé. On a fait une belle perf. Malheureusement, bon, c'est pas mon confrère Thomas Charles qui a été champion du monde. Ça a été Marc Schmidt, le 41, qui a été auteur d'une super saison. Et bon, voilà, globalement, ça s'achève comme ça pour cette saison 2022 et déjà la tête dans le guidon pour pouvoir préparer 2023 qui arrive à grands pas. Ok, ça marche. Ouais, de toute façon, on parlera de tes projets de 2023 plus tard dans le podcast. C'est vrai que là, la saison se termine un peu pour tout le monde, c'est la off-season. Donc, à regarder sur Internet, il y a quelques courses. Là, il y a le Supercross de Paris qui arrive ce week-end. On fera un podcast d'ailleurs pour l'après-course, ça pourrait être sympa. Toi, tu vas au Supercross de Paris ? Ouais, moi j'y vais. J'y serai samedi soir. On va aller voir ce spectacle. Je t'avoue que j'ai hâte d'y être. Bon, chaque année, globalement, j'y vais pour apprécier le spectacle, voir les anciens potes du motocross, du supercross, soutenir mon grand pote Cédric Soubeyras, qu'on a d'ailleurs en commun et qu'on reçoit chaque hiver pour un stage de ski parce qu'il est passionné de ski aussi. Hein. Tu sais bien qu'il est toujours chaud pour venir et il m'en a déjà parlé. Donc voilà, encore un bon client qui devrait nous faire un bon supercross et puis plaisir de voir Roxen sous les couleurs Honda France qui va prêter la moto, donc on va être proche de tout ça, enfin pour ma part en tout cas, donc je suis assez content d'aller découvrir ça de plus près et de profiter du spectacle globalement là-bas quoi. C'est vrai, on a notre bon pote Soub, j'espère qu'il va bien donner la OSX de Paris, puis tu lui feras des bisous et tu feras des bisous à Roxane aussi, tant qu'à faire, d'accord. Carrément, j'essaierai en allemand, mais je te promets. Donc j'ai pensé que c'était bien de t'inviter, non pas parce que en premier t'es mon pote, mais aussi parce que t'es le premier pilote vraiment à exercer à haut niveau que j'interviewe. J'espère en faire plus. On va commencer un peu, j'ai pas mal de questions à te poser pour que les auditeurs découvrent le MX à haut niveau, le supermote à haut niveau, parce que c'est ça que tu fais depuis pas mal d'années. Ouais. Pas mal de questions, à mon avis ça va être assez intéressant. Déjà, je voulais commencer par tes débuts. Comment la passion pour la moto, le deux roues, est venue ? Bah écoute, schéma un petit peu classique, j'ai envie de te dire. Mon père faisait un petit peu de moto régionale, mais plus particulièrement du trial. Et au début, c'était pas trop sa motivation de nous mettre sur un deux roues, mais il y avait tout de même une moto dans le garage, une petite 50,
jusqu'à l'âge de mes, franchement, 8-9 ans. Je m'y étais pas trop intéressé. Je faisais du tennis plus particulièrement et d'autres sports un peu à droite à gauche sans plus d'engouement que ça. Mais au fur et à mesure, la moto, j'ai voulu la redémarrer dans le garage et puis à force de faire des tours dans le jardin et de creuser la pelouse, mon père m'a dit arrête ça. Je t'emmène sur la piste du coin et là, c'était trop tard. Donc on a commencé quelques entraînements sur la piste à côté de chez moi qui s'appelle Vinci Manœuvre et puis bah, le week-end d'après, je crois qu'il y avait une course de ligue qui était organisée. Il m'a dit tu veux la faire? Je dis bah oui, pourquoi pas. Il m'a pris une petite licence, on a fait la première course et puis après c'était parti comme ça jusqu'à échelonner aux compétitions supérieures, quoi. Ok, donc t'as direct été piqué par la passion du motocross et c'est quoi ton passé de crossman? Est-ce que t'as directement réussi à faire des bons résultats les premières années en MX? Pas tant, je dirais, j'ai évolué de manière constante. Après, si tu veux, j'ai pas un palmarès exceptionnel en motocross. J'ai un petit parcours sympa, mais j'ai jamais été champion de France en cadet ou en junior comme d'autres ont pu faire des belles carrières quand ils étaient jeunes, qui ont décollé. J'étais dans les bons, dans les top 10, tu vois, mais j'ai jamais été excellent sur le motocross. J'étais pas mauvais en supercross. Enfin voilà, j'avais un niveau correct. Mais le plaisir, ouais, il a toujours été là, d'une manière générale, pour l'ambiance, pour la discipline et voilà, pour tout ça. Puis ça a été enfin pour moi, ça a été une super école, hein. Avec le recul, maintenant que j'ai un petit peu un parcours différent et que j'ai un peu plus d'âge, je peux prendre un peu le recul et me dire que ça a été une très très bonne école. Ouais, est-ce que tu conseillerais justement le motocross, comme étant une bonne école pour après faire du supermotard? Pourquoi pas de l'enduro? Voilà, on sait que toutes les épreuves moto sont complémentaires, mais est-ce que tu considérerais comme le motocross une bonne école pour se lancer peut-être après sur d'autres disciplines comme toi tu l'as fait? Ouais, clairement, avec le recul, c'est vraiment ce que je pourrais te dire parce que, bon, déjà, il y a moi, mon expérience à ma juste échelle, mais on peut prendre aussi d'autres exemples qui sont encore plus forts. C'est des mecs comme Romain Fèvre. Il faut savoir, enfin, je sais pas si tu le savais ou si tu t'en Mmh, rappelles, Tom, mais ouais. Romain Fèvre, il a eu des problèmes de genoux et il a dû faire du supermode pendant quelques années avant de pouvoir avoir l'autorisation de refaire du motocross. Et bon, bah, il est plus à présenter et ce qu'il a fait depuis, c'est quand même remarquable. C'est vrai. Et, et moi, je m'en ressens aussi avec le recul. Maintenant que j'ai eu donc l'opportunité de basculer en supermoto, maintenant c'était l'année 2011, ouais 2011, et je pense que ça, on le saura jamais. Mais si j'étais revenu quelques années après dans le motocross pour X raisons, c'est évident que ce que j'ai acquis à faire du supermoto et d'autres disciplines, du flat, c'est en Espagne, on fait beaucoup de flat, donc c'est des motos plus ou moins de cross avec des suspensions un peu rabaissées et des pneus pluie. Ce phénomène de glisse, d'apprendre à contrôler ta glisse, avoir un feeling avec le frein avant, c'est des choses que j'avais jamais appris quand j'étais petit et que j'essayais de progresser fort en motocross, que j'avais même les meilleurs entraîneurs du coin avec des noms comme Yannick Carvela, des mecs qui vraiment connaissent leur discipline sur le bout des doigts. Maintenant que j'ai goûté donc entre guillemets donc à la piste, à la terre, au flat, à l'enduro, à tout ça, ça a fait de moi un pilote que j'estime complet. Et du coup, j'ai vraiment un feeling différent avec les freins, avec la glisse, avec le contrôle de ma moto. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour un Mmh. jeune, si jamais il peut ne pas que se cantonner à avoir des œillères et faire que du motocross, je crois que c'est l'école de demain, ça. Et de toute façon, on s'en rend de plus en plus compte parce que en Espagne, les pilotes de vitesse font du motocross, font du flat, font tout ça. Et là, voilà, ça se confirme avec ce qu'on voit, quoi. Tu vois bien les Marquez et tout, tu les suis un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, tout est complémentaire dans la moto. C'est un peu les défauts que moi j'ai et que beaucoup de pilotes intermédiaires comme moi ont, je pense, c'est de se cantonner au motocross. Après, c'est vrai que des fois, aller voir d'autres horizons, ça peut être un problème en termes de budget. S'il faut s'acheter une enduro, une supermoto, aller faire un peu de piste, de trial et tout, ça peut être compliqué au niveau budget. Par contre, à mon avis, de l'autre côté, en progression, ça nous apprend des trucs qu'on n'aurait pas appris sur un terrain de cross, de poncer les terrains de cross au bout d'un moment. On progresse, c'est sûr, mais par contre, aller voir ailleurs, ça peut nous faire progresser d'une manière différente et d'une manière plus rapide. Et ça, c'est vrai, je te rejoins, tu as plutôt raison. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est une question de choix et de budget, c'est vrai. Faut voir parce que bon, après, il y a toujours des solutions. Sur une crosse, tu peux éventuellement t'acheter une paire de roues d'avance pour faire un peu de flat. Ouais. Mais oui, oui, globalement, je suis en train de réfléchir au niveau logistique et matériel. Il y a un moment, il te faut plus de matos pour pouvoir faire les disciplines et t'adapter à. Mm. C'est évident. C'est vrai. Ou même la moto sur glace, hein, d'ailleurs, qu'on a eu l'occasion de faire sur le circuit de glace à Val d'Isère pendant un paquet d'années. Toi, tu as couru au Trophée Andros, Ouais, des bons résultats au Trophée Andros. Ça aussi, ça joue dans augmenter le panel de tout ce qu'on peut faire en moto. Ça ouais. aussi, ça joue dans la progression en motocross, hein. Ouais, ouais, bien sûr, pareil. Ouais, ouais, clairement, clairement. Moi, c'est vrai que je m'étais motivé pendant quelques années auparavant. On avait le Trophée Andros qui était rediffusé sur l'équipe 21. Et du coup, c'était pas mal l'hiver, quand il y avait rien à faire, de décembre à février, de faire les épreuves de l'Andros. Ça a été une expérience incroyable pour moi de piloter sur glace. Ça a été un feeling, C'est vrai. ouah, ça a été dingue. Et puis je pense, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait entre nous l'année dernière. Tu te rappelles quand on allait à Val d'Isère sur la piste de glace, on a connu Ouais. quand même des années. Je crois que franchement, on racontera ça à nos enfants, ils vont pas nous croire qu'on allait rouler depuis le centre de la station avec les pneus cloutés jusque sur la glace là-bas. C'était Ouais, genre c'est vrai. bien. Un peu les délinquants, mais au final, pour progresser, il fallait, hein. Non, C'était vraiment des belles expériences et tout. Hem, c'était incroyable. Justement, tu nous as dit que tu as changé de discipline en 2011. Mm. Hem, enfin, comment tu as décidé, que tu allais changer de discipline? Est-ce que tu as eu, un déclic, quelque chose qui t'a dit: «Allez, je vais passer du MX au supermoto»? Écoute, non, franchement, pas vraiment. Comment ça s'est fait en 2010, l'année d'avant, ou je sais plus, au Supercross de Paris, il y avait les catégories, tu vois, en 125 de temps, Freeman Junior Cup, là. Ouais, Moi, je faisais ça et j'ai rencontré Ludovic Luquin, donc, qui a été mon boss pendant un moment du team Honda Luquin en français. Ouais, donc je l'ai rencontré et puis j'avais pas de contrat pour l'année d'après. Un poil marre du motocross, un petit peu lassé, un peu fatigué de la fin de saison, je sais pas. Bon, il y a eu un coup de mou sur cette période-là pour moi et du coup, je me suis laissé tenter par la perche tendue par Ludovic Luquin et donc du coup, je suis parti en super mode sans trop d'avis, je savais pas trop. Puis après, une fois que j'ai découvert ça, bon, lui, de toute façon, de base, pour dire, il était pas inquiet parce que moi, au début, je lui dis, putain, mais j'en ai jamais fait et tout. Toi, tu m'inscris directement au championnat de France. Il va me demander, entre guillemets, d'avoir des résultats et tout. Il me dit, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. À chaque fois, il me disait ça. Puis il venait l'hiver quand même. J'avais toujours pas roulé. Je dis, putain. Et dès que je suis ouais, monté sur la moto, c'est vrai que le feeling était quand même là. Tu vois, il y avait pas de, j'étais pas, j'apprenais, hein, mais j'étais pas complètement paumé. Donc, venant du motocross pour quelqu'un qui va faire du super motard, mmh, je pense. il y a pas 2 ans d'adaptation, si tu veux, hein. Mmh. Donc après, Oui, voilà. c'est vrai que tu avais déjà, à mon avis, de bonnes bases, vu que la moto de supermoto, au final, c'est une moto de cross, pas avec la même taille de roue, évidemment. Ouais. Donc moi, je sais que tu as fait des bons résultats donc avec le team Luquin à l'époque, en championnat de France. Est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs, un peu ton palmarès et comment tu l'as ressenti? Oh bah, mon palmarès chez Ludo Luquin ou d'une manière générale, je suis un chez Non, Ludo. ton palmarès général. Bah, si tu veux, mon palmarès général, je suis 2 fois champion de France super motard en catégorie S2, donc en 250. Ouais. Et ensuite en 450, j'ai fait 2 fois 3e en catégorie donc Rennes S1 derrière donc Thomas Schaer et Sylvain Bidard. Et j'ai été une fois champion du monde par équipe parce qu'on a gagné le Super Moto des Nations au circuit Carole l'année dernière, qui était d'ailleurs de mes meilleurs souvenirs parce que on l'a fait devant le public français. C'était juste incroyable ce souvenir que j'ai. Donc voilà. Et oui, c'est une discipline maintenant que j'apprécie beaucoup parce que je me sens bon, je me sens bien. C'est là où j'ai fait mon grand parcours dedans et c'est surtout que je me sens à la fois. Ce que je veux dire, c'est que je me sens à la fois proche des pilotes de motocross que des pilotes de vitesse. Et ça m'a donné une ouverture, une amplitude, un réseau et un partage de la discipline de la moto d'une manière beaucoup plus vaste et générale. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois carrément, ouais. Aujourd'hui, je peux aller dans un paddock de supercross comme ce week-end à l'U-Arena où je vais avoir plein de potes, plein de connaissances, plein d'amis qu'on va pouvoir partager, discuter, se reconnaître. Et dans un paddock de superbike ou tu vois, de vitesse, quoi, où je vais pareil pouvoir partager et reconnaître des gens et Mmh. avoir des similitudes sur lesquelles on peut discuter, tu vois, aisément, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça a dû te enfin, t'as dû pouvoir rencontrer plein de monde, un peu d'univers différents, du coup, vu que c'est pas du motocross pur, Mmh, et mais au final, les 2 univers se rejoignent quand même sur, l'univers de la moto, c'est la ça, passion de la moto et puis avec les sponsors, ouais, je comprends que c'est ça. t'as dû pas mal voyager, ouais. Moi, c'est ça, ça m'a vraiment ouvert et ça m'a vraiment donné une ouverture d'esprit beaucoup plus large sur la moto et ça m'a et tu vois je me dis que même si j'avais été plus jeune ou si par exemple j'ai des enfants un jour qui veulent faire de la moto, je leur inculquerai tout de suite cette diversité que j'ai pu apprendre sur le tard, Ouais, à ouais, savoir ouais. tourner avec le genou sur une piste comme prendre une ornière tu vois avec des roues de motocross, tu vois. C'est vrai. Puis en plus, ça fait ça le changement, ça fait pas de mal, au moins juste découvrir et puis après des fois, on voit que un un autre plaisir s'ajoute au plaisir du motocross, et puis des fois, en plus, c'est vrai comme tu dis, tu étais un peu lassé du motocross. C'est vrai que si jamais on fait du motocross tous les week-ends, voire, même plusieurs jours par semaine pour ceux qui veulent, vraiment progresser, ceux qui veulent faire, ce métier, enfin le cross en tant que pro, au bout Mm. d'un moment, une petite lassitude peut venir et aller voir ailleurs, au final, voir d'autres disciplines, ça peut justement redonner un peu d'engouement et en fait, c'est que bénéfique, quoi. Ah ouais, parce qu'attention, hein, quand on voit les grands prix et tout, moi je sais que c'est d'autant plus remarquable ces mecs-là qui roulent devant parce que c'est là où j'en avais marre quand j'étais chez Kawasaki LS les dernières années en motocross là pour faire le mondial 125. Mmh. Je me suis tapé des hivers dans le sable en Hollande, tu vois, c'est ça qui m'a vraiment plombé quoi. C'était très difficile Ouais, mentalement. Moi, ouais. j'ai pas tenu, les autres ils aimaient bien, peut-être ça allait, voilà. Mais moi ça m'a vraiment plombé, hein, ça m'a gavé Mmh. donc Ouais, c'est vrai que mentalement, ça doit être assez dur. Après, voilà, ceux qui sont passionnés, à fond, à mon avis, ils doivent encaisser, ils doivent se dire que c'est pour une bonne cause. Après, c'est sûr qu'à peine tu dois commencer à avoir un petit relâchement, ça doit être assez difficile. c'est ça. Donc le changement, aller voir ailleurs, c'est bien. Comme tu disais, tu as évolué dans une structure française, Oui. maintenant tu es passé dans une structure, espagnole, il me semble. Ouais. Est-ce que tu peux raconter ce changement? Qu'est-ce que tu fais comme championnat maintenant? Est-ce que ce changement de team a été bénéfique autant en termes de plaisir que de performance? Ouais, clairement, parce que si tu veux, donc en fait, avant Covid, en 2019, j'avais fait donc 2 saisons de S1 chez Ludovic Luquin et on était arrivé à terme de notre contrat et on avait décidé de se séparer. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité de partir pour une écurie espagnole qui est le même genre d'échelle de team mais en Espagne. Et là, j'ai découvert encore plus ce phénomène amplifié avec parce que là-bas, il y a beaucoup de pilotes de vitesse qui sont installés, Mmh, du Moto 3, du Moto 2 et du Moto GP avec qui j'ai pu partager des moments d'entraînement et qui m'ont encore plus ouvert parce que en fait quand j'ai vu, si tu veux, je suis arrivé en Espagne les premières années, j'ai vu des têtes d'affiche dans le MotoGP rouler comme des malades en flat, ouais, sans barrière de langue, sans barrière de. En fait, tu te pointes sur une piste, peu importe qui t'es, tu roules bien, allez vas-y, envoie. Ils se mettent derrière toi, ils te tirent, machin, tu vois. Enfin, c'est un partage incroyable. ça doit pas être la même ambiance que sur les épreuves de cross françaises et tout. Justement, tu dis tout le monde est là, tout le monde s'entraîne en même temps, tout le monde se tire la bourre et au final, ça peut que pousser vers le haut, ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça. Après, et je tiens à souligner que moi j'ai la bonne position parce que je suis pas du tout un concurrent. En fait, moi j'ai l'étiquette de pilote supermoto et eux ils sont l'étiquette de pilote de moto de vitesse, donc Moto 2 ou Moto GP ou Moto 3. Donc après, il y a ce côté concurrence sans concurrence. Donc du coup, ça va. Ça se passait super bien. Mais tu vois, tu débarques en Espagne, t'as des mecs comme, je m'en rappelle, une des premières fois où j'étais en Espagne, t'avais Joan Mir, moi un peu timide, en flat, machin, je roulais. Et lui, toc, il cherchait, hop, et puis voilà, je me mets dans sa roue, et là, je me dis, putain, je vais peut-être le faire chier, machin. Et là, il Ouais, fait des signes, vas-y, allez, on y va, hop, on se met à se tirer la bourre et tout, et puis après, on s'est tapé dans la main, ça a été le début de mes entraînements en Espagne, et là, j'ai juste halluciné, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est comme ça ici, donc bon état d'esprit, bon état d'esprit, bon souvenir que j'ai créé là-bas, et je me régale maintenant, j'ai appris la langue en plus, donc ça facilite les échanges avec les gens là-bas, donc ouais, c'est clairement une bonne expérience pour le travail et pour mmh, profiter en Espagne. Il y a plein de choses. Il y a l'engouement du sport mécanique là-bas qui est général et qui est bien vu.
Le climat, évidemment, les infrastructures, elles sont bien, et puis c'est souvent ouvert, dû au climat, dû à tout ça, tu vois, c'est ouvert plus facilement qu'en France. Imagine l'hiver pour s'entraîner. Quand tu vas en Espagne, tu as quand même un peu plus de facilité et de chance que Ouais. beau temps. Ouais, c'est sûr que le climat espagnol, il fait pour quelque chose. C'est vrai que peut-être après il y a des choses à s'inspirer, hein, nous à niveau intermédiaire, voilà, mais pas trop, mais au niveau professionnel français, comme tu dis, des gros camps d'entraînement comme tu as à côté de Barcelone, où tout le monde est là, tout le monde se tire la bourre, échange. Donc en fait, tu quittes le cadre de la course où tu es contre, tout le monde, en fait, tu es seul contre tous. Mmh. Là, tu es avec tout le monde, tu peux échanger et Ouais, du coup, en fait, tout le monde se tire vers le haut. Donc après, c'est sûr que c'est un peu contradictoire parce que ça fait chier de tirer tes adversaires vers le haut aussi. Mais je ouais. pense que vu que toi, ça te tire vers le haut, au final, c'est bénéfique et puis c'est bénéfique pour le niveau, national. Ouais, ouais, clairement, il faut voir ça comme ça. Il faut pas, voilà, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait pas avoir de mauvaise rancune, de mauvaise concurrence et que tout le monde était là, en fait, pour se tirer vers le haut. Donc non, non, c'est une bonne leçon de vie et de sport que j'ai appris là-bas en arrivant en Espagne. Non, non, moi, Mmh, d'accord. convaincu de ça. Maintenant, j'ai vu les choses autrement sur mes entraînements depuis que je suis là-bas. Ouais. Donc tu es passé, dans le team espagnol SGR. Ouais. Comment t'organises ta saison de supermoto? Est-ce que, bah, du coup, je suppose que tu dois faire toutes les courses que le team t'impose. Est-ce que tu as le droit de faire des courses annexes, d'ajouter des courses, de dire, «Telle course, elle me fait plaisir, j'ai le calendrier, il est vide à ce niveau-là», ou est-ce qu'ils te disent, «Non, tu as des risques de te blesser»? Comment ça se passe au niveau de l'organisation d'une saison? Ouais, non, non, moi, globalement, ma saison, c'est le championnat de France et le championnat d'Espagne. Parce que bah, on roule pour un team espagnol et parce que bah, on est français et qu'on a des sponsors français. Et sinon, quand il y a des courses annexes, bah, après, tu vois, c'est à doser. En fait, je vais être franc avec toi, tu as le droit de tout faire, tu n'as juste pas le droit de te blesser. En gros, tu vois, donc si c'est pour résumer un peu comme ça, après, ça dépend de l'enjeu. Si tu es en tête et que c'est un peu chaud au niveau des points, il va te dire, j'ai pas réfléchi, fais gaffe, sans te Ouais. l'interdire purement, mais c'est un échange de bon consentement, tu vois. Donc, non, et après, surtout quand la saison elle est terminée, on fait du flash, je peux même faire quelques courses de motocross annexes. Il y a pas de règles bien bordurées. On n'est pas en Formule 1 non plus, mais Ouais, bon, ça c'est voilà, bien. il s'en va, tu vois, de la raisonnabilité de tout le monde. Ouais. Ouais, ouais, c'est après c'est du bon sens. C'est sûr que si Voilà. jamais tu fais, comme on a fait les 5 heures de Vinci ensemble, tu Ouais, as un championnat à jouer la semaine d'après, tu te pulvérises sur les 5 heures de Vinci, c'est ça. c'est sûr que le team SGR, il peut te dire: «Bon là, Ouais, tu as quoi». ouais, voilà, c'est ça, exactement ça, tu vois. Ouais, Ouais. Hem, voilà. est-ce que, pour un pilote de niveau intermédiaire comme on est beaucoup, comment tu évaluerais la différence, pour une saison en termes de budget au niveau, d'une saison supermotard et d'une saison de MX? Est-ce que tu penses qu'il y a des grosses différences de budget si quelqu'un, qui roule en MX veut se lancer dans le supermotard? Bah, non, je suis convaincu que non, parce que si tu veux, la discipline du supermotard demande un investissement de base pour pouvoir équiper ta moto. Donc avec des roues de supermotard, un frein plus puissant et éventuellement un embrayage anti-drip pour plus de confort, bien que ce soit pas forcément obligatoire dans un premier temps, d'accord? Cet OK. investissement a un coût en fonction des marques que tu prends entre 1 500 et 2 000 € pour tout ça. Mais, Ouais. c'est pas des investissements à perte si tu veux, c'est une chose que tu possèdes encore et que tu peux revendre facilement sur le marché Ouais. d'occasion. Voilà, donc faut le savoir déjà quand on fait les calculs pour planter un peu le décor. Ensuite, là où ça va jouer par rapport à une saison de motocross, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a et quand bien même si on a de la pluie, des conditions relativement clean. Donc au niveau usure de la moto, elle prend moins cher qu'en motocross. Pas de cailloux, très peu de boue. Si tu veux, les kitchens, ça dégage bien beaucoup, 3 fois moins que sur une moto de cross, Mmh. et cetera, et cetera. Voilà, donc je te fais, voilà, l'addition. Après, les Ouais. prix sont forcément plus chers qu'en motocross, mais pour quelqu'un qui a un niveau amateur et pour rouler tranquille, il met une paire de pneus neufs, par course et il fait largement la course et ses entraînements. Ouais. Voilà. C'est bien que tu parles de ça, comme ça au moins ça découragerait pas ceux qui veulent essayer, Non, hem, essayer de passer du MX au supermotard et pourquoi pas après revenir au MX parce que bah comme tu oui, dis,
les roues, le système de frein et tout, c'est un investissement comme si tu achèterais un kit fourche Kayaba semi-usine, quoi. Au Ouais, final, tu l'as et tu peux le revendre sur le bon coin après, quoi. exactement. Exactement, c'est ça. Donc, à voir au niveau des calculs, je suis pas dans les petits papiers, et cetera. Je suis pas Ouais, le mieux placé pour parler de ça. Mais par contre, je pense que si ça coûte pas plus cher, si ça coûte le même prix, je veux dire, c'est au mieux, c'est moins cher, quoi. Enfin, je sais pas, faut regarder de plus près, mais d'accord. ouais. Hem, on a fait un petit chapitre au niveau du sport, supermoto en lui-même, ton palmarès et d'autres choses. Mmh. Maintenant, j'aimerais passer à un aspect un peu plus, technique. Donc, bah, tu sais que sur le Crossman, on dit tout, on est honnête. Tu dans le team SGR, tu es passé d'une Suzuki, l'année dernière sur une Honda. Je vais pas te demander, quelle marque, spécialement tu as préférée, pour pas gêner, mais quelles sont les différences entre une Suze et une Honda, entre ces 2 marques japonaises, aussi bien en termes de moteur, de châssis? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, écoute, sur la Honda, j'ai le démarreur déjà. Non, non, là, vous savez tous que on le sait, la Suzuki, elle avait quand même quelques années de manque C'est de vrai. développement. Aujourd'hui, on a voit le résultat avec le retrait de la marque en MotoGP et en endurance. Voilà, c'est une marque en motocross et supercross, etc. Bon, bref, cette marque a pu évoluer à partir de 2017, je crois, la moto. Et après, non, peut-être même avant, je sais plus. Mais si tu veux, nous, on avait des pièces qui étaient super bien taillées, quelques pièces d'usine. On avait une fourche Öhlins. Donc, si tu veux, je vais être franc avec toi, la Suzuki, je l'aimais beaucoup. Elle était, en termes de réglage, préparée par mon écurie au top. Donc, j'en étais très content. Ça a été une des Ouais. meilleures machines que j'ai pilotées, sincèrement. Mais Mmh. par contre, le travail a été vraiment, vraiment pointilleux dessus pour la tenir à ce niveau-là. Aujourd'hui, la Honda, c'est une moto qui est beaucoup plus moderne et qui a un châssis plus évolué, plus moderne, plus agile d'une manière générale. La moto est un petit peu plus haute et elle demande moins de travail pour pouvoir atteindre le même niveau de performance qu'on a pu avoir avec la Suzuki, qui demandait beaucoup plus de boulot, quoi. C'est Ouais. deux Parce que ouais, ce que tu es motos, en train de me dire, c'est que la Suzuki stock, enfin, je veux dire, elle est pas au niveau de la Honda stock, donc la Suzuki, en fait, vous deviez faire un travail de fou, mais par contre, une fois que le travail était accompli, donc qui veut dire travail dit aussi budget, ouais. elle était bien, alors que la Honda peut-être coûte un peu moins cher. Exactement. Globalement, tu as tout à fait raison. Pour pas être langue de bois, la Suzuki était beaucoup plus exigeante en termes d'investissement sur la moto et de suivi que la Honda, comme Ouais, ça, d'origine est un petit peu équipée. On était déjà. Cette année, il faut savoir que nous, on n'a pas beaucoup bossé sur le moteur, voire pas du tout. On a juste travaillé un petit peu sur l'électronique, sur le CDI en fait, ouais, et sur le châssis, mais en termes de moteur, on n'a pas fait de modif. OK, d'accord. On n'a pas eu besoin. Bon, tu as toujours bien sûr, hein, on me dirait, il y a la ligne d'échappement évidemment, il y a Ouais, un petit peu le CDI, on avait des maps différentes comme on a toujours mais eu. On a ça, beau c'est les modifications de base au final, c'est pas, rentrer dans le moteur, non, modifier non, la boîte de vitesse, mettre des pignons en titane et tout, pas du tout. enfin voilà quoi. Non, non, on n'était pas du tout là. On n'a Hem, pas eu le temps et on n'avait pas le recul pour le faire. OK. Avant de rentrer dans la partie technique en termes d'entraînement, je voulais rappeler que le podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème. Vous allez sur le site blasphème.co et vous pouvez personnaliser les gants sur vos phalanges. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, les gants sont super confortables. Gants minimalistes avec une petite protection pour les ampoules en haut de la paume. Franchement, on les sent pas et ce qui est bien, tu sais Germain, on aime les petites poignées parce qu'on n'a pas non plus des mains d'ogre et comme ça on Ouais, a pas mal au bras, tu vois? ouais, clairement, clairement. Hem, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes d'entraînement hors moto? Qu'est-ce que tu fais en dehors de la moto pour rester au top? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Bah, moi, je fais confiance à mon ogre des montagnes, à Tom Lessuire qui me prend en charge tout l'hiver. C'est vrai, c'est vrai. Je fais les bienfaits de la montagne, non, du ski de rando. J'ai un programme sur une base foncière où je fais des globules, bien sûr. Voilà, je suis amené à être en montagne et donc oui, on fait beaucoup de ski de rando, de la piscine, du renforcement musculaire, gainage.
un petit peu de muscu léger, pas plus lourd que mon poids. Et après, bien sûr, il faut rouler de toute façon. C'est que du plus tout ça, mais c'est comme disait une fois, j'étais sur un salon pour Honda et il y avait Jean-Michel Bell qui, je sais plus, on parlait de pas mal de choses et je l'ai entendu dire, de toute façon, il faut arrêter de se prendre la tête. Le meilleur entraînement pour la moto, c'est la moto. Ouais. Ouais, je pense que sur ce côté-là, il a clairement raison. On a beau, comme on l'a répété avec, le préparateur physique, Jocelyn Pécou, on a beau être une machine à la salle, une fois qu'on arrive sur la moto, si ça fait 4 mois qu'on n'a pas touché la moto, on va être, rincé, on va avoir Ouais, mal aux bras, on va avoir mal aux jambes. Alors que si jamais on fait un peu moins de sport, mais par contre on roule plus, c'est sûr que l'entraînement, sur la moto, il y a rien de mieux. bah ouais. Mais, après c'est vrai que l'hiver donc l'hiver, des fois, ça peut être compliqué de s'entraîner. Ouais, ouais. Heu, Tu faisais du ski de rando et tout. Mmh. Est-ce que, la proprioception aussi, est-ce que c'est quelque chose, où tu attaches de l'importance? Ouais, ouais, bien sûr, plein d'exercices. Au fur et à mesure des années, j'évolue, j'apprends à me connaître et je fais des exercices en fonction de mon état de forme. Je m'écoute, sans trop m'écouter, mais je fais des choses, voilà, qui me semblent plausibles et en adéquation avec ma discipline et mes réflexes, ouais. Ouais, d'accord. Hem, Écoute, maintenant, je voulais profiter d'avoir un pilote moto de haut niveau pour te poser des questions, je pense que pas mal de gens se posent ou justement ne se posent pas. Je me suis vraiment creusé la tête. Ouais. Hem En fait, je voulais savoir, donc là, j'ai quelques questions qui arrivent. Concrètement, ça fait quoi d'être dans un team? Tu vois, nous, pilotes intermédiaires, on a toujours, cette vision du team, du rêve, mais est-ce que vraiment c'est un cadeau? Ou est-ce que, au contraire, être dans un team, c'est de la pression, c'est un métier, à plein temps? Bah, globalement, même si noir sur blanc, c'est pas écrit: «Tu dois faire ci, tu dois faire tel résultat», tu le sais que voilà, tu dois rouler, hein. Si tu es là, c'est pas pour rien et puis après, si tu es là, en général, c'est que tu le mérites et après, si il faut quand même, voilà, se donner, les moyens de continuer à rester dans le milieu donc chaque fois, bon, le naturel fait que tu as envie d'être devant et après des fois, quand ça va pas bien, tu penses un petit peu à gamber tu commences un peu à gamberger donc ça peut t'apporter Ouais, une forme de pression. Un cadeau d'être dans un team, ouais, pour moi, c'est un confort, c'est une ambiance. À partir du moment où tu es dans une équipe, avec qui ça se passe bien, c'est un cadeau, oui, c'est sûr. C'est un confort, c'est une structure qui t'apporte une dynamique, leurs expériences, leur façon de travailler. C'est comme une entreprise, en fait, si tu veux. Quand tu te sens bien dans une entreprise, tu as envie de bien travailler, tu te sens bien, tu fais du bon boulot. C'est pareil, en fait, comme quand tu es dans une écurie, c'est exactement pareil. mmh. Sauf que, on bosse pas dans un bureau et que tu peux te blesser Et oui. et que évidemment ça peut jouer dans ta santé, enfin dans ton mental et puis ça peut jouer aussi, en termes de rester dans le team ou pas, quoi. Ouais, ouais, après, faut remettre dans le contexte. On est jeune, tu fais ça entre 20 et 30 ans, et voilà, tu te donnes les moyens pour, tu passes de bons moments. Voilà, après, c'est c'est toujours des risques quand tu fais du sport, c'est évident, mais en fait, l'aventure est tellement belle que tu y penses pas trop et le jeu en vaut la chandelle quand même. Ouais, d'accord. Hem, qu'est-ce qui pour toi différencie le crossman haut niveau, d'un niveau loisir comme nous? Est-ce que tu as je sais pas, un ou 2 thèmes qui te font évoquer vraiment la différence? Par exemple des pistes, ça peut être, une différence en termes de mental, en termes de physique ou alors est-ce que tu penses à autre chose? Bah non, enfin, ce qui s'inflige, en fait, ce qui s'inflige, c'est impressionnant. Moi, je vois bien, je connais quelques pilotes en motocross qui sont à haut niveau et c'est impressionnant, ce qu'ils se mettent, quoi. Enfin, moi, je m'entraîne parfois l'hiver avec Cédric, pour le coup, avec Cédric Soubeyras. J'ai Ouais. déjà fait des entraînements avec Maxime Renaud. Waouh, c'est là, je me suis dit: «Ouais, c'est quand même c'est next level, hein». Les mecs, ils se font, 2 fois 40 minutes et puis, ils te disent: «Faut que je rentre, j'ai encore une petite séance de salle», tu vois? Donc bon, voilà, en fait, tu as bosseur et bosseur. Là, c'est non, non, c'est un autre level. Ouais, Ils s'infligent des grosses séances, c'est remarquable. ouais. Tu vois, c'est bien que je t'ai là dans ce podcast parce que justement, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde, les personnes lambda en fait, ils se disent pas, heu
quel sacrifice au niveau temps, au niveau investissement, enfin investissement en temps, investissement en argent Ouais, bien que sûr. ça représente, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent. Tu dois vraiment donner de ta personne pour pouvoir, pour pouvoir atteindre ce niveau. Et quand j'ai vu des mecs, comme je te disais, se mettre des séances comme ça, tu te dis qu'il y a pas de hasard. En fait, c'est un autre système de réflexion. Bien sûr qu'ils se font plaisir, bien sûr il y a toujours, quand il y a des bonnes conditions, mais si tu veux, c'est pour eux l'entraînement, le travail et la course, la récompense. C'est comme ça qu'ils voient les choses, la dynamique. Si Ouais, tu bien travaillé, normalement, à la course, ça paye et tu as, ta récompense. Tu vois, il ouais. n'y a rien de plus magique et il n'y a rien de plus. Enfin, la sensation d'un dimanche soir, d'une course prestigieuse où tu as bien roulé, où tu descends du podium, que tu as, voilà, t'as Mmh. accompli une belle journée, tu as fait plaisir à ton écurie, tu as remporté, non, c'est quelque chose qui est pas palpable, que faut le vivre pour le comprendre. C'est des Ouais, bons puis moments. surtout quand tu réussis à haut niveau, comme tu dis, tu fais plaisir à ton team et tout, c'est pas comme, nous au niveau intermédiaire où tu fais un top 5 en ligue, tu content. Non, là, vu que c'est professionnel, ça doit être encore à un autre niveau Mmh. et et comme je l'ai déjà entendu, en fait, ceux qui bossent vraiment, au final, le jour de la course, c'est limite le jour le plus facile de la semaine, Ah quoi. mais complètement, mais c'est exactement ça. C'est ça la dynamique que je voulais te dire, tu as tout compris. Ouais, si jamais tu t'infliges des séances de 40 minutes en MX, je sais pas, des séances de 25 minutes en SX, que tu fais des sprints, après tu as le vélo en rentrant et tout, au final, le jour de la course doit être le jour le plus facile. Ouais. Mais il faut tenir le choc le long de la saison, quoi. Ouais, ouais, si tu te l'es bien infligé, que tu as fait tes 40 minutes, soit, mais que tu les as bien faites, que tu as roulé intelligemment, que tu avais des belles lignes, que tu as fait des tours réguliers, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, tu vois? Ouais. Bien Ouais, sûr. ouais, non, mais c'est vrai que ça doit être assez impressionnant et surtout pour des pilotes intermédiaires comme nous, on n'a pas accès à cette vision de l'entraînement parce qu'au final, on vit pas avec les pilotes de haut niveau. Donc c'est bien que tu nous racontes ça, mais même en nous racontant, on a du mal à s'imaginer parce que nous, Ouais. c'est vraiment du loisir et on a tous un boulot à côté, tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, faut le voir quand tu as l'occasion de les croiser sur les entraînements, peut-être cet hiver en Italie ou quoi, mais peut-être que maintenant que je te l'ai dit ou que je l'ai dit Ouais, dans le podcast, les gens seront plus attentifs à ce qu'ils font, tu vois. Genre, mmh, si j'encourage clairement. ceux qui nous écoutent, si cet hiver vous voyez une tête d'affiche en motocross ou quoi, normalement il y a 9 chances sur 10, vous le regardez quand il part sur la piste et puis bah, checkez votre montre, vous allez voir, il s'arrête pas au bout de 10 minutes et normalement il y a un mec qui le surveille et qui prend les temps et voilà. Enfin, normalement faut regarder, mais c'est Ouais, voilà. mmh. Mm, mm. Germain, petit jeu. Comment qualifierais-tu le sport moto de haut niveau en 3 mots? T'as pas plus de 3 mots, tu peux dire ce que tu veux. Allez, c'est à toi. Rapide, rapide, cher. Euh, ouais, non, faut quand même remettre dans le contexte. C'est un sport mécanique et puis avec ce qu'on vit en ce moment avec l'essence et les pièces, c'est quand même quelque chose. Ouais, Bon, ouais, c'est vrai. sans aller plus loin, rapide, cher et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, physique, hein, quand même, non? Ah si, c'est physique. C'est vrai que c'est un des sports, bon, j'ai pratiqué pas mal de sports et enfin, toi et moi, on sait ce que c'est que de se faire mal en ski ou en footing ou en vélo, mais Mmh. en motocross, tu te fais mal, hein, quand même. Tu vas puiser, hein, quand tu te fais des grosses manches. C'est un sport qui est très complet, donc ouais, je pourrais dire quand même cher, je l'assume pas trop, c'est parce que je savais pas trop quoi dire comme ça sur le coup, mais rapide, physique et Non, mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que c'est un des sports, les plus durs. C'est le sport mécanique, je pense, le plus dur. On peut se blesser, il y a tout le temps ce risque de danger, enfin ouais, c'est vraiment compliqué, mais au final, est-ce que c'est pas pour ça qu'on aime ce sport et que les passionnés de moto, ils sont passionnés à en crever, quoi? bah, si, si, bien sûr. Tu vois bien, c'est une dynamique, c'est un équilibre, je dirais même que c'est un mode de vie parce qu'aujourd'hui, là, moi, enfin, toi et moi, tu le sais, hein, quand on aime bien les bécanes anciennes, c'est ce qui nous lie aussi. Quand on fait un peu de motocross à l'ancienne, on se Ouais. sent un petit peu traverser le temps, on se rapproche de nos Mmh. pères, on partage des moments. Tu vois, Ouais. Polo, il est comme un fou quand on achète des vieilles motos et qu'on lui fait plaisir qu'on va rouler avec lui. Franchement, c'est intergénérationnel ces trucs-là et c'est un mode de vie. Tu vois,
c'est tu peux aller sur la route aussi, rouler et aller n'importe où, c'est la liberté. Donc ouais, c'est plus qu'un sport, c'est vraiment un mode de vie, moi je trouve. C'est une dégaine, tu Ouais. vois. Donc Ah ouais, je pense que tu as vraiment raison, c'est un mode de vie, on partage tous le même mode de vie, même si on fait des disciplines différentes et au bah final, ouais. ça nous réunit parce que, voilà, par exemple, moi, je suis en formation là actuellement, il faut le savoir. Mmh. Il y a un enduriste qui a fait vraiment du haut niveau en enduro et Ah au ouais. final, on se rejoint quand même. On parle moto, on échange: «Ah ouais, toi, t'as roulé avec ça, toi, t'as roulé avec ça et tout». Bien sûr. Donc au final, De même loin, hein, sport ça à relie. haut enfin sport moto à haut niveau ou niveau intermédiaire, c'est vraiment génial, c'est un mode de vie et c'est génial de partager comme toi qui fais du super moto, avec un crossman, c'est bien d'échanger des mots sur les 2 disciplines, quoi. Mmh mh. C'est ça. Germain, c'est quoi tes projets pour la saison 2023? Est-ce que tu as déjà des axes, de réflexion, des championnats, des courses? Non, écoute, rien de changé pour l'année prochaine. L'année qui viendra, je serai encore dans l'écurie SJR, sur une Honda qu'on va travailler cet hiver, on va développer un petit peu plus. Et puis, je vais faire une pige au Trophée Andros à Val Thorens parce que c'est à côté de la maison et que ça me fait plaisir d'y aller. Je vais Ouais. reprendre sur début de saison le championnat de France et le championnat d'Espagne. Voilà, ce sera pareil. D'accord, OK. Bon, bah, écoute, on maintient le cap et puis voilà, j'espère que Ouais. tu feras des bons résultats. Bah ouais, merci. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, pour ton pote? Pour toi? Tu Ouais, qui prend du temps à faire tout ça un peu. Moi, j'ai un mot pour toi, tu vas en chier cet hiver. Dans 15 jours, je suis là. C'est vrai. 15 jours, je suis là, fais gaffe à ton coup. C'est vrai que je vais en chier autant en termes de boulot, autant que de te voir tout le temps. Non, à mon avis, Ouais. on va se faire des bonnes séances d'entraînement, on va parler moto et tout, Ah ouais, on va aller ça va rouler être en bien sympa. Italie. On va aller rouler en Italie. Ouais, c'est vrai, on va aller rouler en Italie. Et puis, bah, si Soub, il écoute ce podcast, on l'attend à la montagne parce que faut qu'on Ouais. le fasse en chier aussi en ski de rando pour Ouais, ouais. préparer la saison prochaine, hein. Bah, lui, c'est sûr, hein. Puis après, tu le connais, il est coriace, il va encore nous impressionner sur du ski. C'est vrai, c'est vrai que des fois, on essaye de le rincer quand on fait des randos à plus de 3000 mètres et au final, il Non, suit, non, hein. non, 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 non. Il y a qu'à la descente qu'on peut batailler, mais à la montée, c'est Ouais, non, c'est vrai. Bon, non. écoute, franchement, merci Germain, merci à tous Ouais, d'avoir écouté merci le à toi. podcast. À tous les auditeurs, régalez-vous bien, faites-vous plaisir. La suite au prochain épisode, et puis quand vous voulez, au plaisir de rencontrer les gens, même en vrai, hein, s'il y en a que ça a plu, ce podcast, et ont d'autres questions ou que je peux aider, il n'y a pas de souci. Tom, tu fais le lien s'il faut. Allez, ça marche. Merci Germain et puis, à la semaine prochaine. Salut à tous. Yes, ciao, salut, salut.